Bonjour Francis. Bonjour Astrid. Donc pour cette entrevue, c'est en français et est-ce que tu me permets de te tutoyer? Oui, Ok, super. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur toi? je m'appelle Francis Duguay. Je suis propriétaire d'un gym de kickboxing à Montréal qui s'appelle Barbie Kickboxing. On a ouvert il y a maintenant 5 ans, en 2016. Je suis entrepreneur dans les arts martiaux et coach à temps plein. Je suis également vice-président de l'Association des arts martiaux du Québec et j'ai fait des sports de combat et des arts martiaux toute ma vie. Et c'est donc qui je suis et c'est ce que je fais de mon temps tous les jours, 6 jours par semaine, 13 heures par jour. Super, merci. Et donc la forme d'arts martiaux de sport de combat que tu pratiques, c'est le kickboxing? Absolument, on fait du Dutch kickboxing. Ça ressemble un petit peu au Muay Thai, c'est beaucoup de coups de poing, euh, beaucoup de coups de pied aux jambes, beaucoup de coups de poing au corps, mais on n'a pas de coups de coude comme en Muay Thai. On a le clinch un peu plus limité. On s'entraîne en K1 rules. Ok, super. Et donc quels sont tes objectifs avec cette pratique d'arts martiaux et ton gym? Euh, Mon objectif avec mon gym, je te dirais que c'est déjà survivre, mais également, en tout comme n'importe quel nouvel entrepreneur, petite PME, mais j'essaie de bâtir une communauté, c'est pas mal mon objectif. Ramener les gens ensemble, bâtir une communauté, assez développer quelque chose, plus que juste payer les billes puis avoir des memberships. Mon objectif, c'est de vraiment bâtir quelque chose. Puis j'ai le plaisir et l'honneur de dire que depuis les 5 dernières années, on a réussi. Et c'est un travail constant, c'est de créer quelque chose un peu plus que juste venir suer puis taper dans des punching bags. Puis non, on va essayer de bâtir quelque chose, puis du monde qui apprenne à se connaître, puis une grande famille. C'est pour ça que je fais ça. Je pense pas que sinon, je pense pas que personne déciderait de se lancer dans le milieu des arts martiaux. Juste pour l'argent, ce serait une mauvaise idée financière, right? Fait que ouais, par passion. Puis pour ma pratique personnelle, je pense que les arts martiaux, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du kickboxing, j'ai fait du karaté. Puis quand j'étais plus jeune, ça a pas mal shapé ma vie. J'en fais depuis tellement longtemps que je m'en rappelle pas pourquoi j'ai commencé. Euh, mais je pense que ça m'a aidé à travers toute ma vie. Fait que mes objectifs par rapport à ça, je te dirais m'améliorer en tant que coach, essayer d'être un meilleur pédagogue, je pense que c'est un travail constant à faire, là, pas juste s'asseoir sur ses lauriers et se dire oh, je suis coach maintenant. Genre n'importe qui est capable de montrer un jab. Est-ce que je suis un bon coach? Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que mes élèves apprennent? Puis est-ce qu'ils sont capables d'expliquer qu'est-ce qu'ils apprennent? Fait que c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on fait? Puis je suis. Et donc tu as dit que tu fais des arts martiaux, tu sais même plus depuis quand tu as commencé ou ça a toujours fait partie de ta vie. Euh, Est-ce que vraiment tu sais même pas comment tu as commencé ou comment est-ce que tu as pris connaissance en fait de la communauté des arts martiaux? Je veux dire, j'ai déjà été un petit garçon, tu sais que tu sais pas trop qu'est-ce que tu veux faire. Ton père t'inscrit dans un cours de boxe, tu fais un cours de karaté, t'aimes ça, mais t'aimes ça à moitié. Puis là, tu découvres ça un peu plus sérieusement à l'adolescence. J'ai fait la boxe un peu plus sérieusement, du kickboxing. Puis c'est plus, je pense, vers la fin de mon adolescence que je suis vraiment redevenu sérieux là-dedans, dans ma pratique. Euh, oui, mais j'ai commencé, je pense, comme beaucoup d'enfants commencent parce que mes parents m'ont inscrit quelque part. Puis j'ai joué un petit peu dans différentes disciplines, en me cherchant un petit peu qu'est-ce que j'aime d'école en école. J'ai déjà été dans une école de karaté parce que ma blonde était dans l'école de karaté, right? Parce que on a déjà été jeunes, tout le monde. Mais oui, je pense que mon premier grand amour, c'était la boxe. J'ai découvert la boxe quand j'étais adolescent. Puis, pré-ado, mettons. Puis c'était mon premier grand amour. C'était la première chose que j'ai vraiment été sérieux dedans. J'avais du faire karaté avant. Euh, j'ai découvert le kickboxing à travers une courte pratique de Muay Thai. Puis j'ai un petit peu évolué dans ces sphères-là quand j'étais plus jeune. Puis ouais, c'est comme ça que j'ai découvert ma passion pour les arts martiaux. Mais je pense que tout le monde commence par ça, commence par le faire par je veux me mettre en forme, je veux bouger, puis je veux avoir du plaisir. Puis finalement, quand ça devient plus sérieux, ben, tu découvres tout le grand univers technique que c'est. Puis tu découvres, euh, wow, OK, c'est vraiment, vraiment le fun. Mais c'est plus que vraiment le fun. Tu sais, ça change ta version
la vie, tu apprends à faire des choses difficiles, tu apprends à être discipliné, tu apprends à faire comme, OK, je vais faire quelque chose, ça me tente pas de faire. Parce que oui, j'aime ça m'entraîner. Mais personne se lève avant l'entraînement. C'est comme, ah, j'ai hâte. Oui, certaines personnes. Mais en général, tu vas te faire comme, ah, shit, j'ai pas envie. Puis tu y vas quand même. Puis là, après ça, t'es fier de toi. Fait que ça amène toute une discipline de vie qui vient avec ça. Mais aussi, je pense que c'est l'esprit de communauté qui fait qu'on reste. C'est découvrir une équipe, c'est découvrir des gens, c'est bâtir quelque chose avec les gens. Autant dans la pratique que pour moi avec l'enseignement maintenant depuis les 5 dernières années, c'est construire quelque chose, voir les mêmes personnes. C'est ça qui te motive. C'est pour ça que je me lève le matin. C'est pas, j'aime beaucoup ma pratique. J'aime ça faire un job, mais j'en ferais pas ma vie si c'était pas qu'il y avait d'autres personnes à qui je peux partager ça, puis avoir du plaisir, tout ce qui vient avec ça. Ouais. C'est ça qu'il y a vraiment une grosse dimension sociale aussi. Mm-hmm. Puis je pense qu'on retrouve ça un peu dans tous les gyms puis tous les sports de combat, dojo, arts martiaux. Euh, Si on parle de la communauté des arts martiaux et sports de combat de Montréal, donc pas seulement au sein de ton gym, mais juste plus à l'échelle de Montréal, de quelle façon tu dirais que tu peux t'identifier à cette communauté? Ah, ben, je veux dire, en tant qu'entrepreneur dans l'industrie, puis pratiquant, mais en tant que propriétaire d'un club, je pense que j'en fais partie à part entière. On n'est pas le plus gros club, on est un petit club underdog, mais on évolue dans cette industrie depuis plusieurs années. C'est une petite communauté, tout le monde se connaît un petit peu. Ou s'ils ne se connaissent pas, on a entendu parler l'un de l'autre et des personnes qui s'entraînent ailleurs, viennent à nos clubs, etc. Mais aussi, on se voit tous, bien sûr. Mettons que si on parle de nos sports de combat, par exemple comme le Muay Thai, le kickboxing, le MMA, on se voit tous dans les mêmes événements, on se serre la main, on se rencontre. On est au Québec, on n'a pas une grosse population. Hein. Si tu te bats, par exemple, à 145 livres chez une femme, ben, vous connaissez toutes les 7 autres personnes qui font ça aussi. Tu sais, il n'y a pas tant de personnes. J'exagère un peu. Bien sûr, il y a plus que 7, mais pas un gros pile de population. Sinon, à travers ma position à l'Association des arts martiaux du Québec, j'ai été amené à rencontrer, je dirais, une grosse partie de l'industrie québécoise, vu que c'était ouvert une autre mission, c'est de les rassembler ensemble, essayer de leur parler. Fait que je pense que j'ai quand même j'ai bien rencontré la communauté montréalaise des arts martiaux, la communauté québécoise en général. Je pense que on s'est bien rencontrés, et pas juste dans les sports de combat, mais aussi dans les arts martiaux. J'ai fait plein de magnifiques rencontres avec du monde de toutes sortes de disciplines, du ninjutsu jusqu'au Kempo, n'importe quoi, du Wing Chun, du monde de toutes les disciplines. Aussi même du monde des choses qu'on aurait moins pensé, comme de l'escrime médiévale, ce genre de choses-là. C'est qui est un petit peu thinking outside the box, mais quand on y pense, c'est absolument un art martial. Il n'y a pas de différence. Ils s'entraînent de la même façon, pour les mêmes raisons, dans un contexte similaire. Puis, ben c'est ça. Fait que je pense que, en fait, pas mal vraiment comme avec l'Association des arts martiaux du Québec, que j'ai vraiment comme plus rencontré la communauté, puis essayé de la rassembler ensemble avec mes collègues. Super, merci. Et donc, quand tu dis oui, la communauté, ceux qui peuvent s'identifier, c'est parce que en fait, ils s'entraînent de la même façon pour les mêmes raisons. Peux-tu me parler de ce que c'est, de s'entraîner, de quelle façon en fait les gens qui s'identifient à la communauté des arts martiaux et sports de combat s'entraînent, puis pour quelles raisons? Ouais, déjà, je pense que définir c'est quoi un art martial, on en a parlé beaucoup, c'est un sujet en soi. Je pense que si le monde s'identifie comme un art martial, ils en sont un. C'est pas à nous de définir s'ils en sont ou pas. Eux s'identifient comme tels, donc c'est suffisant pour moi. Tu t'identifies comme un art martial, c'est la discipline que tu fais. Très bien. Je ne connais pas en détail toutes les choses, mais il y a des affaires. Bien sûr, il y a des méthodes d'entraînement extrêmement différentes. Si tu fais, mettons, du Weeping, White Crane, Wushu, du Fujian, puis tu fais de la boxe récréative, tu sais, c'est un monde de différence. T'as pas du tout les mêmes traditions, t'as pas du tout les mêmes rituels. Il y en a qui sont très, très ancrés dans quelque chose d'un peu mystique même. Il y en a que c'est vraiment juste je m'en vais au 30-minute hit, puis je m'en vais taper dans un bag pendant 30 minutes. T'sais. Mais on a quand même des choses en commun. Déjà, le fait qu'on fait un groupe de groupe où on apprend des mouvements martiaux, et on a tous une espèce d'éthique de travail qui vient avec ça. Tout le monde est là pour s'entraîner fort, tout le monde est conscient de la raison pourquoi ils viennent là. C'est pas tout le temps pour se mettre en forme. C'est souvent pour se mettre en forme, mais pas tout le temps. Des fois, c'est juste parce qu'ils trouvent ça cool. Souvent, c'est parce qu'ils trouvent ça cool. C'est parce qu'ils veulent apprendre à se défendre. C'est parce qu'ils veulent être plus confiants, eux.
Et souvent un mélange de toutes ces raisons-là. L'effet secondaire, c'est que tu te mets en forme des fois. L'effet secondaire, c'est que tu vas être plus confiant en soi. Chaque personne a ses propres objectifs. Mais ouais, la communauté, quoi qu'on se ressemble dans notre pratique. Encore une fois, d'art martial en art martial, ça change beaucoup. Mais je pense que c'est tout le temps une espèce euh, de volonté d'apprendre à maîtriser son corps, d'apprendre à mieux, à mieux bouger, d'apprendre à se pousser à ses limites, et aussi écouter un instructeur, apprendre des techniques, laisser son ego à la maison, vider sa coupe, puis se dire comme, OK, aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Puis les arts martiaux sont parmi les disciplines les plus dures à apprendre, autant techniquement que physiquement, que psychologiquement, qu'émotivement. Des fois, ça décourage les gens parce que tu peux être talentueux pour la première fois, mettons, en faisant du dessin. Tu peux pas être talentueux la première fois pour te battre, bien que plein de personnes semblent le croire. Tout le monde n'est pas bon quand il commence. Personne va réussir à faire un mouvement extrêmement complexe la première fois parfaitement. Puis, si, par miracle, elle serait capable, tout le côté entraînement musculaire qui vient avec ça, super, prend beaucoup de rigueur et de discipline et surtout de revenir à chaque fois. Puis après ça, le côté psychologique. Faut que j'accepte le fait que déjà, oh shit, je suis pas le meilleur. Puis il y a tout le temps quelqu'un de meilleur que moi. Il n'y a jamais un bout qu'il y a quelqu'un je suis le meilleur. Si t'es le meilleur en amateur au Québec, c'est pas le meilleur au Canada. T'es le meilleur au Canada, t'es pas le meilleur au monde. T'es le meilleur au monde, t'es le pire des professionnels. T'es le meilleur des professionnels. Et en aimer quelqu'un de pète à gueule. C'est tout le temps quelque part. Là, t'es pas le meilleur coach. Puis là, tout le temps quelque part, tu peux tout le temps t'améliorer. Il n'y a jamais un moment donné que, par exemple, en boxe ou en kickboxing, tu sais faire un jab. Non, non, tu penses que tu sais faire un jab. Là, tu vois des champions du monde comme Saul Canelo Alvarez, ils vont au gym toute la journée, puis ils jab. Parce que faire un jab, c'est comme, je sais pas, c'est comme savoir peindre. Tu sais, jamais un point, un artiste peindre se dit comme, je sais peindre. Non, non, tu comprends, tu peux imaginer la technique, tu connais les bases, mais tu peux tout le temps le perfectionner. Fait que tu as tout le temps cet amour-là d'art martial en art martial, je pense, de perfectionnement. Puis, il y a une certaine humilité qui se développe avec ça. Puis, c'est dur aussi, tu sais, comme je disais, je radote, là, mais émotivement aussi. Parce que tu fais, dans le fond, une séance de thérapie violente. Tu sais, tu y vas là, ton stress de la semaine qui ressort. Moi, ça arrive souvent que ma job de bas personne qui est bonne pour se battre et qui montre à d'autres personnes comment, là, je vulgarise, là, quand même. C'est ça, là, je montre au moins comment les techniques de combat. Mais ma job, c'est beaucoup plus que ça. C'est créer une relation avec les personnes, apprendre qui elles sont, une relation professionnelle, essayer de trouver c'est quoi le combattant caché à l'intérieur d'eux, de ciseler ça, puis d'essayer de le faire sortir, parce que chaque personne se bat différemment. Mais, tu sais, émotivement, ça arrive souvent que le monde vienne me parler de leurs problèmes, puis ou qu'ils pleurent, puis que après le cours, puis que, tu sais, on va se parler dans mon bureau, là, de qu'est-ce qui se passe pas bien, ou ce genre d'affaires-là. Tu sais, tu fais une séance de thérapie violente, puis toutes tes émotions ressortent. Puis ça, c'est dur quand tu commences, tu sais. C'est dur aussi, c'est dur pour ton ego. Comme pratique. Je pense dans n'importe quoi, que tu fais de l'escrime, que tu fais du Kajukembo, que tu vas tellement pas être le meilleur la première fois, là. Genre, puis tu vas peut-être penser que tu l'es, parce que toi, je sais pas, là, toi, t'es le genre de gars qui s'en va dans un bar de Saint-Jérôme qui dit, je pense que tu pourrais me battre, man? Tu l'as-tu déjà fait avant? Non. Man, t'es pas bon, là. C'est sûr que non. Jamais personne, c'est le seul discipline que le monde pense ça. Jamais personne irait voir, par exemple, un coach de baseball et lui dirait sans avoir jamais fait de balle molle de sa vie. Tu penses que t'es meilleur que moi en baseball? Mon ami, l'as-tu déjà fait avant? Probablement, mais j'ai pas envie de vérifier, j'ai pas envie de find out, j'ai pas envie de mourir ou de me faire stable ou d'avoir un corps de criminel, là. Mais ça, c'est intéressant parce que tout le monde qui pratique les arts martiaux, il y a un pic dans la cour d'apprentissage où plus personne n'a besoin de se prouver parce que je suis confiant en moi, là. J'ai pas besoin de t'impressionner, j'ai pas besoin de... Tu sais, si tu vois les combattants sérieux, c'est souvent des incroyablement nice personnes. Genre, le monde, des fois, quand ils manquent d'expérience, ils essaient de s'impressionner les autres, ils essaient de s'impressionner eux-mêmes, ils essaient d'impressionner le coach. Mais toutes les personnes, les meilleurs combattants, les plus terrifiants même à voir se battre, super sweet, super fin. J'ai eu la chance... c'est ça, j'ai eu la chance de parler la semaine passée avec Wally Rodriguez, le double champion Fight Quest et Road to Infusion Heavyweight. C'est une bête dans un ring incroyable. Puis quand tu parles, là, incroyablement fin, tellement sweet. Il me brise la jambe en deux s'il veut. Vraiment sweet, vraiment fin, super respectueux, super humble, jamais cocky, tout le temps, euh,
appel téléphonique en même temps. Donc, vrai. c'est ça pour monologuer beaucoup sur ta question. Je pense que c'est comme ça qu'on se rejoint. Non, mais c'était plus que ça à quoi je m'attendais. C'est super, vraiment. T'as répondu à tellement de questions que je me posais, en fait, au fond de moi. J'ai comme compris des choses dans ta réponse. J'étais genre, waouh! Je passe beaucoup de temps à monologuer au travail, donc je suis habitué. T'es juste habitué à parler. OK. Bon, ben, ce projet, en fait, je voulais un peu le structurer autour, surtout de l'expérience vécue de la communauté à travers la crise du COVID, parce que ça a été difficile pour tout le monde. Ça a été difficile pour beaucoup de gyms et de dojos, pour des propriétaires, comme aussi pour les pratiquants qui n'ont pas pu pratiquer leur art, autant loisir que les compétiteurs qui avaient moins d'opportunités pour les compétitions. Donc, je voulais utiliser cette plateforme du podcast pour prendre un moment pour retourner un peu sur justement l'expérience de tout le monde, puis ce qui a pu en ressortir aussi, parce que de, c'est pas forcément négatif justement. Puis ouais, c'est bien parfois de prendre le temps de voir qu'on est plus résilient que ce qu'on pense. Absolument. Ça, tu vois, c'est quelque chose d'ailleurs que je trouve qui est fantastique. J'ai souvent, faire un petit croche, je m'excuse, j'ai souvent du monde qui viennent, souvent la population féminine qui viennent, puis la chose la plus fantastique que je vois, c'est quand ils découvrent qu'ils sont pas faits en chocolat, puis qu'ils sont vraiment plus résilients et forts qu'ils pensent. Quand ils découvrent que, waouh, je suis capable de prendre un coup de poing, je suis capable de frapper quelqu'un fort avec mes jambes, là. Ce côté empowering-là est magnifique à voir. Et oui, des fois, l'adversité nous rend compte que, hey, on est plus tough qu'on pensait. Ouais, vraiment. Merci pour ça. Donc, je voulais pour retourner un peu ce qui s'est passé, j'ai pris une approche un peu passé, présent, futur, si on regarde le temps de façon linéaire. Donc, avant la pandémie COVID-19, à quelle fréquence est-ce que tu étais en contact avec la communauté? Hmm. Euh, c'est intéressant parce que on est une petite industrie amicale, on reste quand même compétiteur dans une certaine limite. On est conscient que on est une entreprise, mais un club d'arts martiaux, c'est comme une équipe de hockey. Sans les autres équipes, on peut pas faire de game. On est conscient que le monde va jamais se voler de clients. Le monde va aller dans le gym à côté de chez eux, puis ils vont aller avec celui qui aime le mieux, en général. Donc, pas d'affaire que je t'ai volé un client ou rien. Donc, à quel point j'étais en contact avec, en général, j'étais en contact avec pour des événements. Par exemple, il y a un combat, on m'approche, on jase, on se voit là, on se serre la main, on jase. C'est pas mal tout. Puis sinon, indirectement, par mes membres, j'étais en contact avec certains membres de l'industrie parce qu'ils s'entraînent dans différents endroits, fait qu'on en entend parler. Mais aussi, on a quand même des amis, tout le monde a des amis, puis des amis qui font le même job que nous autres. Donc, je pense que j'étais aussi en contact à travers ça, d'autres de mes amis entraîneurs qui travaillent dans d'autres gyms. Et ça fait une espèce de petite communauté, là, comme on va s'entraîner chez eux, ils viennent s'entraîner chez nous, tu sais, on apprend à se connaître, puis on commence à faire des événements ensemble. Mais c'est rare quand même qu'on se parlait avant. C'est rare qu'on se parlait, puis là, je parle à travers, tu sais, mon sport, là. Puis on est un plus petit gym aussi, quand même. On n'est pas un gros gym comme les gros noms montréalais, qui bien sûr sont plus en contact avec les autres, parce qu'ils font plus d'événements, parce qu'ils ont plus de blablabla, mais c'était rare qu'on se parlait quand même, là. On faisait pas mal tout, je pense, chacun dans notre petit coin, à notre façon, puis c'est compréhensible, là, on est tous occupés. Puis ça a Mais ça, définitivement c'est changé. à quelle fréquence, par exemple, quand tu parles d'événements ou d'aller s'entraîner les uns chez les autres, est-ce que c'était toutes les semaines, à tous les mois? Non, non, à chaque quelques ça à quelques mois ou sans. C'est rare là, que ça arrivait. Là. En général, je pense qu'on faisait pas. Dans mon expérience personnelle, je faisais pas mal mes affaires de mon côté. J'entraînais mon monde, puis peut-être après 3 mois, 4 mois, quelqu'un t'écrit un message comme Hey, ça te tente-tu de faire quelque chose, un événement, tu sais. Mais c'était rare. Je pense que là, on va y venir, j'imagine, là, mais ça a beaucoup changé depuis la pandémie. Mhm. Puis ta plus petite communauté, donc ton gym, t'as dit en fait tu étais là tous les jours vu que c'est Oui. ton gym. OK. Absolument. Là, ma communauté, on a toujours été très, très soudés ensemble. On est un gym communautaire, un club communautaire. Donc, je pense que c'est qu'est-ce qui nous a toujours tenus ensemble. OK. Tu as toujours été très soudés. Ça, c'est au micro-communauté, là, OK. de notre famille, si on peut dire, tu sais. OK. Puis après, je veux dire, il y a eu la pandémie et depuis, je veux dire, là, on est à un moment, on est en juillet 2021 et les gyms ont pu rouvrir, les gyms et les dojos ont pu rouvrir, mais pendant tout un moment,
c'était un peu plus compliqué. Donc, pendant la pandémie COVID-19, comment et à quelle fréquence est-ce que tu étais en contact avec la communauté? À chaque jour, toute la journée. Il faut que je mette en contexte, si ça ne te dérange pas, de raconter ce qui s'est passé, dans le fond. L'année passée, au début de la pandémie, c'est une initiative de Justin Ward-Eldridge, le propriétaire de Angry Monkey MMA à Verdun. Il a décidé de réunir la communauté ensemble, essayer de réunir la communauté ensemble. C'était l'ébauche d'un projet, d'essayer d'avoir une espèce de plateforme pour essayer de discuter au début. Donc, ça a pris plusieurs mois. On a essayé de construire sur la forme, sur nos objectifs, etc. J'ai été approché par cette initiative-là. Si je me souviens bien, comme en automne, comme pendant que la pandémie a commencé pas en automne, je me rappelle pas du timeline, je m'excuse par cœur. La pandémie, ça a commencé en mars 2020. En mars, oui. En mars, on a fait la première fermeture, puis on a réouvert pendant l'été, si je me souviens bien. C'est ça. On a rouvert, puis là, on a réouvert en dedans, puis là, on a refermé. Je pense que c'était l'élément déclencheur, si je me souviens bien, qui a fait qu'on s'est tous dit comme, OK, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Là, on peut pas survivre tous séparés. J'ai été approché à faire partie de l'Association des arts martiaux du Québec. Qu'est-ce qu'allait devenir l'Association des arts martiaux du Québec? Donc, je suis maintenant vice-président et trésorier. Et en fait, nos gyms ont tous fermé. Tous les dojos ont fermé. Tous les gyms ont fermé hard. Surtout qu'on venait de réouvrir. Right? C'était une catastrophe financière pour toutes les petites entreprises. Mais l'industrie du sport et loisirs, l'industrie des arts martiaux a été touchée tellement rudement. Les institutions qui étaient là ouvertes depuis 30 ans qui ont fermé. C'est pas suffisant, même avec de l'aide financière du gouvernement, qui ne compte presque pas tous ton loyer, et même avec toi, ton loyer à la maison, faut que tu le payes. Toutes tes assurances, faut que tu les payes. Ton hydro, faut que tu le payes. Ton bill d'Internet, faut que tu le payes. Faut que tu payes ton épicerie chez vous, etc. Tu as plein de dépenses qui viennent accent en tant qu'entrepreneur et c'est presque impossible. C'était presque impossible pour beaucoup d'entreprises. Et ceux qui ont réussi à rester ouverts, c'est par un mélange de chance et de hargne, right? Qui ont fait que du support de la communauté qu'on fait qu'il a réussi à ouvrir, puis je pense que tout le monde a dû envisager fermer. Il n'y a pas personne qui a pu se dire « moi, je suis correct ». Mais là, quand tu parles fermé, ça, c'est pas fermé à cause des régulations COVID. Là, tu parles, faire faillite. Vraiment. Faire faillite parce que tu es ouvert, tu es fermé pendant des mois sans revenu, à devoir payer tes dépenses. C'est pas viable pour n'importe quelle compagnie. Comme pour les restos, qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'était terrible. Surtout qu'on était les derniers à réouvrir quand il y a eu la première réouverture. Les sports étaient en dernier, puis les arts martiaux étaient en dernier. On est ouvert pendant quelques semaines. Un espèce de gros faux espoir, de ballon pété, là, de coups dans l'eau, là, de décevoir ta communauté comme ça, que tu les ramènes ensemble. Tu prends des nouvelles inscriptions, tu as des engagements financiers avec eux pour finalement faire comme on referme. Là, dans l'incertitude, on va revenir puis on va refermer parce que on va revenir, ils ont fait ça. Referme, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir revenir? Fait qu'on a fait l'association des arts martiaux. Toi, tu avais l'impression qu'entraîneur ou que de propriétaire de gym, toi, tu décevais tes membres, même si c'était les mesures gouvernementales? Absolument. De reprendre cet engagement, en fait. Tu déçois, tu ramènes le monde ensemble, tu reconstruis la communauté, tu les remets en forme, tu les remotives à venir s'entraîner, tu leur repermets de venir s'entraîner à l'intérieur, tu leur repermets de pouvoir s'entraîner à l'intérieur comme partenaire dans une bulle sanitaire de 4 personnes. La pandémie semble prendre fin et là, boum, nouvelle vague, tout ferme. J'ai des engagements financiers envers mes membres. Ils ont pris des abonnements, plusieurs mois. Moi, il faut que je rembourse certains membres. Malheureusement, la majorité des membres n'ont pas voulu le remboursement, mais là, c'était une catastrophe financière. Mais pas juste moi, il y en a qui ont vraiment payé comme moi. J'étais chanceux de pouvoir rester survivre tout ce temps-là. Mais c'était tous le coup de poing dans la gueule qui nous a fait comme OK, on peut pas faire ça tout ça. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on se parle, il faut notre communauté des arts martiaux a été très, très divisée. Là. Il y a tout le temps eu des longues chicanes, peut-être pas nécessairement dans les sports de combat, mais je peux le dire avec certitude, sans vouloir nommer personne, des longues chicanes de style en style, d'école en école. Dans les sports de combat, on a eu un concours de snitching qui a rendu les sports de combat illégaux, plusieurs sports de combat illégaux pendant plusieurs années. C'était beaucoup de compétitions de puériles, de club en club. Mais là, tu parles des sports de combat parce que, par exemple, kickboxing, boxe MMA, mais tu dis que aussi dans les arts martiaux plus traditionnels, c'était assez divisé, même sur olympique et tout.
Ben, tu sais, c'est sûr que deux écoles de karaté de styles différents, mais c'est pas nouveau que depuis les années 70, telle école n'aime pas telle école. On parle des mêmes genre de sujets matures que le restaurant italien n'aime pas le restaurant grec. Là. Mais c'était une réalité pendant les dernières années. Pas tous, et peut-être plus avant, mais encore bien réel. Et n'importe quel gym, tu vas trouver quelqu'un qui aime pas tel autre gym, ça aime pas. On est dans l'industrie des combats au final, et c'est sûr qu'il va y avoir des différences et des chicanes de toi, t'étudies avec tel, moi je fais ça, toi, c'est pas ça, c'est pas bon. Moi, c'est moi la vraie fédération, non, moi c'est moi. C'est très, très divisé puis très pluriel pour rien, alors qu'on est une super belle communauté. Fait que on a décidé que il fallait que ça change, puis on a essayé de réunir toute la communauté des arts martiaux québécoises ensemble, tout style confondu. On ne voulait pas on voulait pas les fédérer. On voulait pas, notre objectif, c'était pas de faire une fédération. On voulait pas faire des overlords. On voulait pas comme gérer. On voulait juste créer une plateforme pour que tout le monde puisse venir ensemble. Quelque chose qu'on n'avait pas. Les arts martiaux olympiques étaient représentés par une fédération qui servait à les organiser pour les compétitions, etc. Mais on parle ici de juste représentation au sein du gouvernement. Ça, le strict minimum d'avoir une représentation, tous les arts martiaux non olympiques n'avaient pas en majorité. Il y a eu plusieurs tentatives, mais il n'y avait pas d'éléments déclencheurs aussi gros que la pandémie mondiale de COVID-19, assez gros pour faire comme « Hey, OK, là, il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on s'unisse dans quelque chose, il y a quelque chose que tout le monde va être à l'aise d'être à l'intérieur d'eux. On n'aurait pas pu le faire, on n'aurait pas voulu non faire plus, puis personne ne veut ce travail-là. Là. Essayer de faire une institution pour réglementer tout le monde. Non, loin de là, on voulait juste faire comme Hey guys, on va venir tous s'asseoir en même temps, puis on va jaser, on va laisser nos différences de côté, puis on va faire comme il faut qu'on se jase, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on s'allie de notre côté, pas juste pour la réouverture, mais aussi pour pouvoir avoir un canal de communication avec les autorités. Parce que tu fais du karaté, tu es allié avec la fédération, ben, au moins, tu as quelqu'un qui te dit c'est quoi les règles sanitaires en ce moment. Là, personne ne te le dit, t'es un peu les oubliés de l'industrie. Et même les styles olympiques étaient quand même pas plus ouverts, eux. Hein? Fait qu'on a quand même des choses en commun. Les styles fédérés étaient non plus étaient aussi fermés. C'est une lutte. C'est pas une lutte de fédérés contre non fédérés. C'est tout le monde ensemble. On a les mêmes enjeux. On a les mêmes enjeux culturels, économiques et sociaux. Il faut qu'on s'unisse. Donc, on a passé tout l'hiver et l'automne à travailler là-dessus. On n'avait rien d'autre à faire de toute façon, puisque nos gyms étaient fermés. On a donc, pour nommer les personnes qui étaient les plus impliquées, Samuel Guillet, le président actuel, Justin Ward Elridge, Samuel qui est entraîneur à l'Académie Frontenac, Justin qui est propriétaire d'Angry Monkey, Dave Morin, un arbitre d'expérience dans la communauté, Christopher, je m'excuse Christopher, je ne me rappelle pas ton nom de famille, Chris qui était également un coach de Muay Thai, tabarouette, j'oublie son nom, mais Chris qui était très, très, très impliqué, et Vincent Michaud, un karatéka d'expérience. On a fait le travail, je dirais, plus au jour le jour, mais c'était pas nous, l'association. On était juste le représentant de l'association. C'était des centaines de membres et des centaines de clubs de toutes disciplines différentes. Pas juste à Montréal, mais aussi à travers le reste du Québec. Bien sûr, Montréal est la plus grosse métropole au Québec, donc on a beaucoup de population ici, donc beaucoup de clubs. Énormément de clubs en Montérégie aussi. Donc, on a essayé de faire ça. Ça a été beaucoup de travail. C'était beaucoup de email, de téléphone, de gestion, de aussi la partie moins qu'on pense moins, là, comme les documents Excel, l'administration, tout ce qui vient avec créer une association, dans le fond, un organisme à but non lucratif. Les avocats, on s'est dit que notre meilleure façon de pouvoir avoir une représentation au point du gouvernement et du poids quelconque, c'était en faisant les choses comme il faut, en faisant les choses légalement, en allant voir des avocats, puis en essayant de faire, dans le fond, des expressions légales et du lobbying. Donc, c'était une expérience où j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup fait de bénévolat, mais j'ai beaucoup appris. J'ai rencontré plein de monde, donc toi-même. J'ai rencontré plein de monde dans la communauté. C'était fantastique. Puis là, on s'est vraiment, je pense, soudé les coudes ensemble. J'ai rencontré des entraîneurs de kickboxing que je connaissais pas. J'ai rencontré du monde de taijutsu. J'ai rencontré du monde aux îles de la Madeleine. Un couple de personnes super cute à Québec qui ont une école de ninjutsu. Du monde partout à travers la province. Puis tout le monde était, je pense,
très motivés. Certaines personnes semblaient, je pense qu'ils étaient moins chaudes à l'idée parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on essayait de faire. Ils pensaient qu'on voulait créer une fédération pour les gouverner. Je pense qu'une fois qu'on a réussi à chasser ces doutes-là, c'était vraiment plus clair pour tout le monde qu'est-ce qu'on allait faire. C'est aussi un travail d'apprentissage avec nous parce qu'on est des arts martiaux, là, on n'est pas des businessmen. Là. Je veux dire, on est propriétaires d'entreprise, on est des petites entreprises, on n'est pas des marketeurs professionnels. Être avec une agence de marketing pour essayer de réunir le monde, blablabla, c'était un gros apprentissage. Mais ça a porté fruit. J'en suis très heureux. On s'est vraiment rassemblés à cause de notre... En fait, à cause de notre combat commun. Mais notre objectif n'était pas juste non plus la réouverture. C'était de créer quelque chose à long terme, que tout le monde va pouvoir se rassembler puis se parler. Une plateforme qui va subsister. Puis pas juste pour la communication, mais pour donner des ressources aux gens, donner des ressources aux athlètes, aux clubs. C'est avoir une plateforme pour la communauté des arts martiaux québécoises et montréalaises, etc. On veut pouvoir avoir quelque chose qu'on se parle. Ne serait-ce que juste par le groupe Facebook qu'on a, ça semble stupide, mais juste le fait d'avoir réussi à réunir énormément de propriétaires d'écoles d'arts martiaux de styles différents sur le même groupe, wow, OK, l'information se communique vraiment plus vite. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de chicane de tel style. Non, non. Tout le monde est respectueux, puis tout le monde fait comme j'ai une question, on essaie d'y répondre. Je me rappelle, c'était fantastique parce que on faisait des updates sur les règles sanitaires bien avant qu'on les fasse, puis on les faisait le plus vite possible. Mais la conférence de presse est finie, quelqu'un pose une question, 70 personnes répondent à sa question. Là. Genre, ça, c'est ça que je pense. Hey, est-ce que c'est permis? Est-ce que ça, c'est pas permis? Ça, c'était fantastique. Et on a fait beaucoup de pression médiatique également. On était aux médias, on a été aux nouvelles. Puis ça a vraiment fait bouger les choses, je pense. On a parlé avec le cabinet de la ministre Isabelle Charret des Sports. Je crois que notre travail a porté fruit. On a réussi je pense, à remettre le débat sur la table au moins, puis à faire que... Puis on prend pas tout le crédit du tout, là. C'était toute une grosse affaire, mais on a réussi je pense, au moins ramener le sujet sur la table. On a eu une belle petite lettre du docteur Arruda pour répondre à nos questions et à notre présence médiatique, etc. Fait que je pense que ça a fait bouger les choses. Ouais, ben c'est super. Votre implication, c'est sûr que la pandémie, en fait, ça a rassemblé les gens d'une certaine façon. Absolument. Du moins pour toi, parce que c'est pas pour tout le monde, tu sais, mais vu que tu as été très impliqué, ben tu as pu être encore plus en contact, en fait, avec tout le monde. Parce qu'avant, tu m'as dit que tu n'étais pas super en contact, mais là, tu passais tes journées aussi à relayer l'information. Puis c'est sûr que quand on parle de règles sanitaires et qu'il y a l'ouverture d'un gym en jeu, ben là, les gens, ils vont un peu laisser leurs différences de côté. Donc... Absolument. Mais aussi, tu sais, j'ai travaillé, là, mais il y a du monde comme Samuel Guy et Justin ont fait un travail d'arrache-pied tout le temps. Là. Ils sont faits comme des malades. Pour rester disponible aussi, justement. Oh, ouais, puis ils ont des familles, ils ont des enfants, là, genre, 3 enfants. Là. Il y a, tu sais, en fait, mais c'était pas juste nous autres, comme je dis, là, c'était tout le monde en communauté qui a décidé de nous épauler. En fait, une levée de fonds, le monde nous a donné de l'argent pour nous aider, là, puis pas que dans nos poches, c'était à cause, là. C'était nous ça, on en a vu. Mais, puis la cause, en fait, c'était la réouverture du gym. C'est sûr que c'est sûr que c'est la chose qui nous disait le plus à très court terme, puis c'est ça qui nous a rassemblés autant. Puis c'est sûr que moi, ma perspective est biaisée vu que j'étais au cœur de l'administration, fait que je voyais plus au jour le jour tout le travail qu'on faisait. Mais je pense que aussi pour les autres membres, c'était un moyen de se réunir. Juste les conversations Zoom qu'on faisait avec nos membres. Juste le fait que tu peux avoir plein de monde de différents arts martiaux, de différentes écoles qui viennent se jaser, c'était le fun. Tout le monde s'est jasé, tout le monde était fin. Quelqu'un qui fait du Krav Maga, quelqu'un qui fait du Kung Fu, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun d'avoir cette plateforme de discussion-là. Puis aussi, le monde nous écrivait des emails, tu sais, pour avoir écouter leur opinion, leurs suggestions. Tu sais, c'était vraiment le fun c'était beaucoup de travail, mais c'était vraiment le fun de voir le monde se rassembler. Puis là, c'est pas mort, les relations qu'on a soudées, là. Et puis là, on a rencontré tellement de personnes, c'est encore des contacts, c'est encore du monde qu'on connaît, là. C'est encore du monde que si on a des questions, ils vont venir nous parler, puis nous aussi. Puis je pense qu'on est vraiment plus unis en général depuis. Puis encore une fois, pas à cause de l'Association des arts martiaux du Québec. Je veux dire, oui, on était là, mais à cause qu'on a décidé de mettre nos différents côtés puis de juste comme, hey, on fait la même chose. On est tous dans le même business. On est tous dans le même bateau. Il faut qu'on le jase. Il y a du monde à la base de l'association qui l'ont fait. Les sports fédérés se sont unis ensemble. Les sports de combat fédérés, fantastique. Wow, guys. Vous avez fait ça. On n'a pas été impliqués là-dedans du tout.
ils l'ont fait par eux-mêmes, se sont fédérés, ils ont donné un outil pour essayer de donner à leur, essayer de se rassembler ensemble pour défendre leurs intérêts. Il y a du monde de leur côté aussi qui ont fait de la pression, qui ont fait des manifestations, qui ont mis la pression de leur part. Il y a un groupe à Québec qui a fait séminaire à essayer de rassembler toute l'industrie du fitness. Puis, tu sais, certaines personnes avec des meilleurs, moins, c'est pas à moi de juger si leur méthode était plus meilleure ou moins bonne, tu sais, mais il y a différentes méthodes qui se sont employées pour faire de la pression, puis ça, au final, ben, on est rouvert. Puis, je pense qu'on a rouvert plus fort, plus unis, puis avec un sentiment de communauté réelle. Puis bien sûr, depuis la réouverture, l'association est beaucoup moins impliquée parce que l'association est tous occupés à travailler dans nos vrais jobs, là. Dans nos vrais jobs de pas bénévoles, d'avoir des jobs, puis nos membres aussi. Donc, non, mais ils ont leur dojo, puis leur école qui roule, puis ils sont occupés, puis ils ont du travail, puis hey, c'est beaucoup de travail. Par exemple, toi, personnellement, tu es retourné à ta plus petite communauté que tu appelais plus familiale. Absolument, puis elle a beaucoup grossi, elle a déménagé, en tout cas, c'est une aventure, ça, une autre aventure, mais c'est fantastique parce que j'ai beaucoup plus de contacts qu'avant, puis je suis vraiment plus proche d'aller parler à du monde qui dit j'aurais pu voir vraiment comme mes compétiteurs, entre gros guillemets. Tu sais, maintenant, je suis vraiment plus à l'aise de leur parler, puis on est vraiment plus amical ensemble. Mais c'est juste à mon expérience personnelle dans une très échelle, mais je suis sûr que maintenant, c'est cool parce que quelqu'un de Ninjutsu à Québec peut aller parler à quelqu'un de Muay Thai à Montréal, puis faire comme « Hey, est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à telle affaire? » Puis je suis sûr qu'ils vont y répondre. Pas dans tous les cas, mais dans beaucoup plus de cas qu'avant, bien sûr. Super. Et donc, si on se tourne plus vers le futur, donc si on imagine un monde comme post-pandémie, tu as dit que la communauté des arts martiaux et sports de combat, elle était un peu oubliée. Par exemple, dans les mesures sanitaires, il y avait c'était les dernières à rouvrir, il y avait comme les sports, puis après ça, il y avait les arts martiaux. Donc, en termes de perception de la communauté par le public, comment est-ce que tu voudrais que la communauté soit perçue par le public dans le futur? J'espère pas qu'ils nous voient pour qui on est vraiment, des personnes qui déjà ont un hobby. Là, je sais que certaines personnes peuvent mal l'apprendre. Là. Un hobby qu'ils aiment passionnément, c'est un hobby, à moins que tu sois combattant professionnel ou coach, tu fais ça pour le plaisir. Même si tu le fais au niveau compétitif, c'est une activité. C'est reste encore plus beau que tous les sacrifices que tu mets pour cette activité-là. Ça rendrait encore plus beau, mais nous voir pour des personnes décentes. Parce qu'on a une mauvaise réputation associée à la violence. Parce que le monde pense aux arts martiaux, il pense à la violence, il pense à une agression dans la rue. C'est pas ça du tout. Ou c'est la violence qu'on s'entende contrôler dans un environnement sécuritaire. Là. C'est pas comme le monde pense, oh, on est toute une gang de bombes, on est toute une gang de criminels, etc. Là. Des images un peu plus vieilles associées peut-être à une autre époque qui ont peut-être eu déjà des bases dans la réalité, peut-être dans les années 50, 60, mais maintenant c'est une autre réalité. Là. Maintenant, c'est plus juste comme autrefois des fighters qui font des arts martiaux. Maintenant, c'est n'importe qui. Monsieur, madame, tout le monde fait des arts martiaux. Monsieur, madame, tout le monde fait du jiu-jitsu brésilien. Monsieur, madame, tout le monde regarde le UFC. C'est vraiment plus démocratisé les arts martiaux. Puis, ça serait cool que la population québécoise nous voit pour qui qu'on est, je pense en général des bonnes personnes, des personnes motivées, passionnées, qui font ce qu'ils aiment et qui veulent pouvoir continuer à le faire. Puis donc, cette représentation par l'association, est-ce que tu penses que c'est une façon de travailler pour que la communauté soit perçue de cette façon-là, justement? Oui, bien sûr. Bien sûr, l'association a sa part à jouer là-dedans, à travers peut-être des efforts communautaires plus médiatiques. Mais je pense que c'est au final à chaque individu puis à chaque club de faire les efforts nécessaires pour montrer que on mérite la confiance de la société, on mérite la confiance des Québécois, on mérite la confiance du gouvernement, on mérite la confiance de tout le monde. Parce que si tu regardes n'importe quelle entreprise d'arts martiaux, j'imagine qu'il y a des exceptions, mais j'espère que tu vas voir une gang de personnes passionnées qui s'entraînent ensemble, qui ont du fun, qui sont là pour s'améliorer. Puis c'est rare que tu vas entrer dans un gym, tu vas pas voir comme ah, c'est nice, c'est cool. Le monde essaie de se dépasser. Mais ça vaut aussi pour les autres activités. Là. Tu vas dans une école d'art, c'est la même chose. C'est différent, mais similaire. Puis si on pouvait ôter le stigma qui vient par rapport à ça, c'est plus le temps du UFC One. Là. C'est plus les arts du monde qui se battent. C'est pas. Le monde, il pense des fois là, qu'on est dans un film américain. Il n'y a pas de combat underground avec des chiens, puis des barils, puis des motards à Montréal. Là. Genre, prove me wrong, guys. Mais non, on est à Montréal, guys. On est au Québec. Là. On n'est pas dans une série Netflix. Là. C'est pas comme ça que ça se passe. Là. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de grand maître, il y a des rivalités, mais tu comprends, je veux dire. On stay real, la réalité québécoise,
On a une belle industrie. Beaucoup de personnes considèrent Montréal comme une mecque des arts martiaux. Montréal a déjà été une ville légendaire de la boxe. Hein. Si vous avez déjà vu des vieilles vidéos de Sugar Ray Leonard qui se bat au stade olympique, fantastique. On s'ennuie qu'il y ait ça, mais encore une grosse ville pour les sports de combat et les arts martiaux. Pourquoi il y a autant de dojo et de styles différents à Montréal? Je sais pas, mais c'est fantastique que ça là. Puis je pense que ça va continuer à grossir. Je pense que plus que ça continue à grossir, plus que le monde font des efforts pour montrer que on est on est ça, on est des personnes, pas des mauvaises personnes, on n'est pas des personnes violentes, à part dans un contexte très, très sportif, très, 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 très contrôlé, on mérite la confiance des gens. Puis aussi, pour les règles sanitaires, tu rentres dans, tu sais, il y a eu des histoires d'horreur très isolées. Puis en règle générale, tout le monde a fait des efforts. C'est dommage que ce soit les erreurs de quelques-uns, parce que comme dans n'importe quoi, il va en avoir, dans n'importe qui, n'importe où, n'importe quoi, il va en avoir, qui écope. C'est toute la communauté qui écope, puis ça, c'était triste. Genre, il y a eu une histoire d'horreur, comme vous le savez bien sûr, à Québec, dans le gym, blablabla. Je dis pas que je m'embarque pas dans le bien ou le mal de cette histoire-là, mais ça a mis une très, très mauvaise réputation à toute l'industrie, et toute l'industrie en a écopé, alors que si tu serais venu dans n'importe quel centre d'arts martiaux dans n'importe quel centre d'arts martiaux, t'aurais vu que, on désinfecte, le monde porte leur masque, le monde sont à 2 mètres. Puis, le monde veut continuer à faire ce qu'ils aiment, là. Hey, c'est important pour eux, là. C'est leur thérapie la semaine, là. Hey, qui veulent pas perdre ça, puis, hey, qui vont mettre des efforts pour. En même temps, on est conscient qu'il y a une pandémie mondiale. Il y a du monde qui sont morts. Il y a eu des vraies conséquences graves. Puis, je vais pas marquer dans ce débat-là, là, mais il y a du monde qui ont différentes opinions là-dessus. Mais je pense que beaucoup de personnes ont compris que oui, il y a une réalité grave, mais qu'on pouvait faire partie de la solution avec des mesures adéquates. Et les mesures adéquates ont été mises, ils existent en ce moment, on les respecte, on est en zone verte maintenant, et je suis très heureux de dire que la communauté des arts martiaux et ma belle communauté Barbie Kickboxing est plus en vie que maintenant. Hey, c'est l'été, Astrid, c'est l'été. D'habitude, l'été, il n'y a pas un chat. Il y a du monde à chaque jour. Il y a du monde chaque jour, 12 heures par jour, il y a du monde. Pas parce que on est particulier, là, je suis sûr que c'est la même chose ailleurs. Parce que le monde s'en sont ennuyés, puis le monde, ils veulent préserver ça. Hey, ils s'en sont ennuyés, ils écrivaient des messages pour dire comment ils s'ennuyaient. Maintenant, je pense qu'ils prennent ça plus au sérieux aussi leur pratique. Puis moi, là, je le vois là, tout de suite, là, les effets positifs de la pratique sur du monde. Pas parce que je pense qu'on est particulièrement bon, blablabla. Non, juste, ils viennent, ils bougent, du monde qui n'aurait jamais pensé qu'il aurait voulu aimer bouger, du monde qui n'aurait jamais pensé un jour donner un coup de poing de leur vie, ou en recevoir un, et trouver ça correct. Wow! Ça change quelqu'un. En un mois, tu vois la différence. En confiance en soi, en bonne humeur, en énergie, en qualité de sommeil, tout de suite. Parce que, comme tu le sais toi-même, parce que tu es une artiste martiale toi aussi, ça change les lieux, la barouette. Ouais, merci beaucoup. C'est vraiment beau comment tu arrives à dépeindre justement la communauté. Puis on dirait que tu as quand même conscience aussi de comment elle peut être perçue. Puis vu que tu es dedans, puis tu as dû un peu combattre ces stéréotypes-là, ben tu sais aussi. Beaucoup de stigmas, là. Beaucoup de personnes qui pensent qu'on est des brettes épaisses stupides. Parce que, tu sais, mettons quelqu'un, il sait pas qui je suis. Il voit c'est quoi ma job de faire comme. Moi, j'aime donner des coups de poing. Mais non, c'est pas juste ça, là. C'est plus que ça, là. C'est pas. Bon, ben justement, en partant un peu là-dessus, dans les dernières années, il y a eu un débat autour de la légalisation des compétitions amateurs de sports de combat non olympiques au Québec. Donc, tu en as un tout petit peu parlé à travers l'entrevue, mais c'était pas très clair pour ceux qui savent pas forcément de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que tu penses, en fait, de la légalisation officielle des compétitions amateurs de kickboxing, muay thai, donc boxe thaïlandaise et jiu-jitsu à Montréal et au Québec? Bon, on parle dans un moment très, très étrange de cette question-là, vu que plusieurs de ces sports viennent de devenir des sports olympiques dans les derniers jours. Ouais. Donc, j'ai préparé les questions avant, peut-être que j'aimerais les changer. ils changent de timing beaucoup par rapport à ces questions-là. Je pense que n'importe quel sport qui est bien organisé, n'importe quel sport, que ce soit un sport de combat ou n'importe quel autre, devrait avoir le droit de pratiquer dans un cadre sécuritaire si les mesures adéquates sont prises. Bien sûr, la pratique des sports de combat peut être dangereuse. C'est un sport de combat. Mais les autres sports prennent des mesures adéquates. Il n'y a pas de raison pourquoi les nôtres ne le feraient pas. Pour un match de boxe, les mesures adéquates sont prises. Et les mêmes mesures sont prises pour un match de Muay Thai. Et même chose. Le MMA professionnel est légal au Québec. Le Québec est une des plus grosses places de MMA en Amérique du Nord. Georges Saint-Pierre vient du Québec.
Tout le monde à travers la planète sait c'est qui. Et le MMA amateur est illégal. C'est ridicule. Le judo est illégal, c'est un sport olympique. Le jiu-jitsu brésilien, un dérivé historique du judo, fondé au Brésil, est illégal. Pourquoi? Parce qu'il ne se lève pas debout. C'est ridicule. Pourquoi est-ce que, parce que, au final, un match de judo, si construit au sol, ça évoluerait beaucoup à un match de jiu-jitsu. C'est ça, c'est similaire. Hein. C'est pourquoi est-ce qu'au sol, c'est non, mais debout, c'est oui. Pourquoi est-ce que le kickboxing K1 serait illégal? Parce qu'il y a des coups de pied aux jambes. Mais le kickboxing full contact américain, des pantalons longs, serait légal parce qu'il est fédéré. Pourquoi? C'est quoi la différence? Pourquoi est-ce que le Muay Thai serait illégal dans un pays où le MMA professionnel est légal, alors que ils font des coups de coude en MMA. Toute cette logique-là n'a pas de raison d'être. Si quelqu'un invente un nouveau sport, par exemple, je sais pas, là, les nouveaux sports à la mode, le slackline, là, puis ils font une compétition de slackline, la police va pas débarquer au parc pour les arrêter. Ben, c'est différent. Ouais, c'est pas un combat, mais oui, je comprends. Non, je suis d'accord. Mais mettons que tu as une organisation avec des infirmières, des refs, des arbitres, des règles, des mesures sanitaires, des mesures de sécurité strictes. Pourquoi est-ce que le sport serait illégal? On a déjà vu, bien sûr, depuis les dernières années, quand ils ont été tolérés d'ailleurs pendant. C'était illégal avant à cause d'une vieille loi, la loi sur le combat concerté, et il a été toléré. Il a toléré jusqu'à ce qu'il y ait un événement malencontreux de l'histoire du Québec où il y a eu un concours de snitching. Je n'irai pas aujourd'hui dans l'historique. Je n'ai pas envie de pointer le doigt à personne. Mais c'est arrivé que les arts martiaux se réillégalisent plus les sports de combat parce que telle promotion, snitcher telle promotion. Et je ne. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que ça veut dire snitcher? Snitcher. Délatait, disait, alors qu'il s'est toléré, il disait, il y a telle promotion, on organise un événement, il appelait la police, puis il disait, puis l'autre, là, la police s'est annulée, puis elle a juste dit, ben, regarde, tout le monde, c'est non. Fait que ça c'était très, très, très dévastateur pour notre communauté. Je ne vais pas pointer le doigt de quelqu'un a fait quoi ou je ne m'intéresse pas, mais c'est arrivé et les combats ont continué de façon organisée dans les réserves Mohawk. Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça se passe bien, je pense. Ça se passe bien. C'est organisé, il y a des refs, puis tu sais, certaines personnes aiment telle affaire, certaines personnes n'aiment pas telle affaire, mais ça s'est bien passé. Donc, maintenant, tu es dans une situation où certains sports, comme le kickboxing, ont reçu le décret royal et ils ont eu le droit d'avoir des compétitions. Puis là, ça s'est organisé. On a eu, comme par exemple, l'Ocean Fusion à Montréal, Victory, une fédération presque mythique au Québec, va revenir. Il paraît-il, j'ai entendu dire que ça revenait peut-être. Fantastique si ça revient. Donc, il va y avoir le K1 qui va être légal à ma connaissance. Ça, c'était avant d'ailleurs l'annonce olympique. Le Muay Thai, donc, n'aurait pas pu l'être à cause des coups de coude, alors que déjà, en Muay Thai, tu es juste dans une certaine classe de combattants que tu peux en avoir. Ça fait pas de sens. Le MMA ne serait pas légal alors qu'au professionnel. Oui, comment ça devient professionnel? Tu ne peux pas le faire à l'amateur, ça n'a pas de sens. Il faut que le monde s'expatrie. Et de toute façon, on s'expatrie de toute façon. Le monde, ils vont juste aux États-Unis, ils vont le faire. C'est pas comme si, ou dans d'autres provinces. C'est pas, tu changes pas rien ou ils vont y avoir des réserves puis ils vont le faire. Donc, je pense que tous les sports qui ont une organisation décente, sécuritaire, devraient avoir le droit de le faire. Maintenant, on est dans une situation où on vient d'annoncer que le K1, le kickboxing, je ne sais pas les détails, le kickboxing et le Muay Thai allaient recevoir le statut olympique. Que soit, je ne sais pas, allaient recevoir le statut olympique en présentation ou comme sport définitif pour les deux fédérations qui sont reconnus par le comité olympique. Donc, WACAR pour le kickboxing, je ne sais pas pour le Muay Thai. Ce n'est pas ma discipline. Je sais pas, je connais moins bien. Mais donc, ces deux fédérations-là vont devenir olympiques. Ça, c'est fantastique pour une chose. Ça veut dire que ça va être légal. Tous les sports olympiques sont de facto légaux au Québec. Bien sûr, parce que sinon, ils ne peuvent pas aller aux Olympiques dedans. Hein? Wow, statut légal pour cette fédération-là. Bon, je ne sais pas c'est quoi qui a fait qu'ils choisissent telle fédération ou telle fédération. Je savais que c'était sur la table, cette conversation il y a plus longtemps. J'étais honnêtement extrêmement surpris de la nouvelle. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça arrive un jour pour vrai. C'est une affaire que tu penses que ce serait une fun, là, mais
tu penses pas que ça va arriver pour de vrai. C'est arrivé pour de vrai, boum! Quand même, wow! Grosse nouvelle qui a chamboulé le monde du Muay Thai et du kickboxing travers Puis le c'est le monde. fun, surtout après cette pandémie où Oui, la mais discipline a un peu été fragilisée. donc c'est légal maintenant. Je ne sais pas comment ça va s'organiser. Je sais pas, je ne connais pas les détails. Ça va sûrement être un gros travail d'organisation, surtout que les prochaines Olympiques sont dans comme 4 ans. Puis ça prend comme 2 ans avant de reconnaître une fédération. Un débat qui peut s'ouvrir là-dessus, je pense, c'est, par exemple, en taekwondo, c'est un art martial olympique. Il y a donc 2 styles de taekwondo. Le style de taekwondo olympique et le non-olympique. En karaté, il y a le style olympique. C'est olympique maintenant, vu depuis que justement les Jeux olympiques de Tokyo. Et le style, énormément de styles non olympiques. En boxe, tu as la boxe amateur qui est olympique et la boxe professionnelle qui est non olympique, bien sûr. Le style est un petit peu différent, c'est pas la même longueur de round, c'est pas le même nombre de rounds, etc. Ça influence comment le monde se bat. Les règles changent. Le style et le monde s'entraînent pour des règles. Donc, je pense que plusieurs personnes ont la légitime crainte que ça peut, excusez-moi le terme, bâtardiser le sport, dans le sens qu'ils ont peur que le contrôle des Olympiques et les règles des Olympiques que les Olympiques vont infliger, qui vont sûrement être des règles très strictes, très peut-être différentes, changent la pratique et changent le style et changent l'art martial. Et définitivement, ça s'est déjà passé dans d'autres arts martiaux. Pas nécessairement en mal ou en bien, mais c'est arrivé, puis certaines personnes ne veulent pas ça. Donc, j'imagine que certaines personnes vont rester dans le style non olympique. Je ne sais pas. C'est ma prédiction personnelle. Pour ne pas, ou peut-être faire les deux. Peut-être se rejoindre, peut-être s'entraîner à des affaires olympiques, puis plus spécifiquement pour des compétitions à vue olympique, comme on a en boxe amateur. Tu peux t'entraîner puis travailler sur ton free shell, ou tu peux t'entraîner puis travailler sur gagner un combat de boxe amateur. Tu sais. Je ne sais pas comment ça va s'organiser. Parce que, par exemple, juste avec le karaté, il y a beaucoup de styles de karaté, mais seulement le style olympique peut avoir des combats amateurs. Pas exactement. Il y a différents styles de karaté qui peuvent aller aux Olympiques. Tu comprends? Différent. Il y a pas, Okay. ça n'exclut aucun style, que ce soit en kata ou en comité, en combat. Par contre, c'est... OK. Mais il n'y a pas de combat amateur de taekwondo Oui, il y en a. non olympique. Mais je sais pas, c'est une question de fédération. Fait que, si tu veux te battre aux Olympiques, il faut que tu fasses partie d'une fédération qui a une reconnaissance olympique. Cette fédération elle a des règles. Si ton style de karaté veut faire la compétition et que tu as payé tes abonnements et que tes membres sont abonnés, blablabla, et que tu as passé par le processus de reconnaissance des entraîneurs du Canada, tu as ton PNCA, blablabla, tu peux, ton athlète peut participer, par exemple, dans une compétition, disons, de karaté ou de lutte ou d'escrime ou d'équitation. Du tout, c'est la même structure. Mais certains styles de karaté ne veulent pas participer à par contre, un combat avec les règles olympiques parce qu'ils n'aiment pas les règles du combat. Parce que c'est un système qu'à chaque touche, tu as un point. Puis si tu fais un style plus axé, mettons, sur le full contact, comme le karaté Kyokushin, tu ne vas pas te sentir concerné par ça. Ou, j'imagine, en kata, ils doivent avoir leur propre stylistique qui fait que ça leur permet pas de participer. Donc, c'est pas que tu exclus les styles, c'est que certains styles ne peuvent se sentir mal représentés par ça ou ne veulent pas changer leur pratique vers une tournure plus sportive. Attends, ils veulent pas changer leur pratique de comment t'apprends à te battre pour... mais c'est cool s'ils veulent. C'est super. Go for it. Go aux Olympiques. On chante, c'est fantastique. Mais certains ne veulent pas ça. Fait que, ça peut être un sujet de friction. En taekwondo, tu as un style, là, je ne suis pas expert, là, mais à ma connaissance, il y a une fédération olympique puis une fédération non olympique. Je crois l'ITF, je ne sais pas, corrigez-moi, qui s'entraînent avec des règles différentes, qui ne vont pas vers les Olympiques. Ça fait une pratique différente, ça fait une pratique de combat différente, c'est normal. Ça va tout le temps... Une pratique va tout le temps être shapée, va tout le temps être designée par ces règles dans n'importe quoi que tu fais. Si tu me dis qu'il n'y a plus de point d'usage, ben, il n'y a pas de raison qu'on ne s'approche pas, ça va changer les choses. Si tu me dis pas de clinch, ça change tout le temps les choses, les règles. Donc, oui, je comprends que plusieurs personnes ont leurs inquiétudes. Moi, de même, parce que j'aime mon sport, puis mon sport se transforme soudainement en quelque chose qui peut-être peut se faire changer par cette structure-là. En même temps, je trouve ça fantastique. Parce que, hey, j'ai un enfant de 8 ans, je peux lui dire, hey, tu peux aller aux Olympiques plus tard. Wow, fantastique, ça. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais. Puis ton sport va toujours être légal, toi. Tout le temps. Jamais tu vas devoir te faire renouiller par la police. Wow, ça, c'est grave. Jamais tu vas devoir te sentir comme un criminel pour ta pratique. Ça, c'est fantastique en même temps.
Puis je pense qu'il y a le potentiel de vraiment bien faire ça. Il faut juste qu'on s'assure que ça soit bien fait pour que tout le monde se sente inclus puis qu'on dissipe le part des gens. Si c'est pas bien fait, le monde, de toute façon, ne va pas embarquer. Le monde ne va pas le faire. Le monde va continuer à faire avec des fédérations non olympiques si c'est mal fait. Donc, c'est une grosse responsabilité sur les épaules de ceux qui vont le faire. Je leur souhaite courage, je leur souhaite bonne chance. Les fédérations qui vont s'occuper de ça. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai aucune idée. Moi, je suis entre les deux. J'ai hâte de voir. Si je suis ouvert à tout, autant la possibilité que ça floppe pas. Comment ça va marcher aux Olympiques? Est-ce que l'équipe de la Thaïlande va absolument détruire toutes les autres équipes en Muay Thai? Je ne sais pas. Je veux voir, par contre, ça va être intéressant. Hey, bring it on de voir les Olympiques en Muay Thai. Ils vont faire un Weiku avant? Comment ça va marcher? Est-ce qu'il va y avoir des uniformes de couleur? Je ne sais pas, que des questions. On va découvrir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ouais, c'est vrai que c'est très complexe parce que c'est une communauté qui est très diversifiée, qui se rejoint peut-être sur les valeurs, comme on a vu au début de l'entrevue, mais qui est très ancrée dans son style et dans ses traditions, puis qui veut pas forcément comme se soumettre à... Bien sûr, puis tu sais, on est set in our ways. Personne ne veut se faire dire comment... C'est l'affaire, c'est qu'aussi, personne ne veut se faire dire comment coacher, personne ne veut se faire dire comment enseigner, personne veut... C'est normal. C'est comme ça, tu sais. Puis tout le monde veut être maître chez eux. C'est correct. Je comprends ce sentiment-là. En même Mais temps. ça, par rapport... ben, c'est sûr. Mais, parce que là, on en parle, mais c'est peut-être plus ceux qui vont déjà avoir fait de la compétition qui seraient intéressés par la question. Mais de manière plus générale, quel bénéfice pourrait être apporté à la communauté si les compétitions amateurs sont officiellement légalisées, surtout dans un monde qui est aujourd'hui marqué par l'incertitude? Écoute, si je te dis, là, viens, on va s'entraîner au hockey. On va s'entraîner au hockey, là, on va faire des drills sur comment bien gagner une game de hockey, là. On va jouer, on va faire semblant de faire une game de hockey, là. On va se parler en théorie de la détail, on va analyser des vidéos de hockey, mais jamais on a le droit de faire une game. C'est illégal, je deviens un criminel, je vais en prison. Pas ben motivant. Moi, je parle à des gens, si vous allez en compétition, puis je suis comme c'est illégal d'aller en compétition, tu sais, c'est dur d'avoir une pratique sérieuse au long terme si t'as pas le droit de le faire. Tu peux trouver des alternatives, mais personne ne devrait devoir se sentir un criminel de le faire. Tout le monde devrait être fier de le dire, ne devrait pas se cacher, devrait pouvoir se sentir bien. Moi, j'ai un enfant, là, j'ai un enfant de 8 ans, je ne vais pas dire on va s'entraîner pour faire quelque chose d'illégal. Non, c'est fantastique. Ils peuvent avoir des compétitions amateurs, s'améliorer, se pousser, se donner un objectif comme hey, dans 3 mois, je me bats. Wow, dans 3 mois, c'est pas que je suis prêt à me battre, c'est que je suis prêt à m'entraîner pour me battre. Je vais mettre les efforts pour, je vais me dépasser. C'est tout le processus qui vient avant. C'est super motivant, c'est fantastique. Puis win or lose, je l'ai fait, que je gagne ou que je perde. J'ai monté sur le ring, je me suis battu, je l'ai fait, je suis allé jusqu'au bout. J'ai peut-être perdu, tu sais, mais je l'ai fait. Fantastique. Wow, genre, le sentiment d'accomplissement personnel, c'est incroyable. Donc, je pense que c'est juste positif qui peut venir. Puis, tu vas permettre de développer la relève sans qu'elle s'expatrie ailleurs. Par exemple, en MMA, wow, Montréal, super grosse ville d'MMA, des gros noms, le TriStar, H2O, Titan, Apex, tous les gros noms, puis les plus petits aussi, mais tu sais, on s'entend. Les gros noms connus. Wow, super beau niveau international. Ils vont dans d'autres provinces pour se battre. Ils s'en vont aux États-Unis pour se battre. Tu veux devenir professionnel? Fantastique, mais tu peux pas te battre aux amateurs. Fait quoi? Faut que tu ailles ailleurs pour te battre en amateur. C'est pas sécuritaire. C'est où tu demandes aux gens de passer directement sans aucune expérience amateur à professionnel. Personne ne va te laisser faire, mais si tu pourrais, ce serait extrêmement dangereux pour ta personne. Tu as besoin d'expérience, tu as besoin d'apprendre dans un cadre sécuritaire contre des gens de ton niveau avant de pouvoir faire un move. Si tu veux faire ça de ta carrière, c'est ton rêve dans la vie. Il faut que tu aies les outils pour. Un de mes amis d'enfance, d'adolescence, Yohan Lennes, d'ailleurs, félicitations, Yohan est maintenant champion WCL, je pense. Il vient de gagner une ceinture. On était au secondaire ensemble. Je pense qu'il était au club de boxe de Varennes, genre petite ville. Puis là, il était à Five Quest. Puis il a work his way up. Puis là, il s'est battu avec eux. Là, il s'est aux États-Unis. Mais wow! Il a fait tout ce parcours-là, mais avec tellement de détermination, juste pour pouvoir passer à travers toutes les barrières à l'entrée au Québec qu'il y avait pour faire ça, pour faire une activité illégale, mal vue.
légal juste si t'es amateur, pas si t'es professionnel. Puis si t'es professionnel, c'est parfait parce que tu peux venir au Centre Bell et amener des millions de dollars de retombées économiques à Montréal. Ça, c'est correct. Ça, c'est bien. Mais si c'est amateur, ça, c'est... Non. Un coup de poing de boxe, c'est correct. Par exemple, c'est ridicule. Je fais du kickboxing K1. On va au coup de poing, on va au coup de pied, on va au coup de genou. Si je te fais un jab, c'est correct, c'est de la boxe. Si je te fais un jab et un couteau de jambe, illégal. Vous avez fait un coup de pied. Comment ça marche? C'est quoi? C'est quoi le cut-off que ça devient illégal? Si je te prends la jambe, ça devient du MMA, t'appelles la police. C'est pas si clair. En tout cas, c'est ridicule. On a besoin de ces opportunités-là pour la relève. On a besoin qu'ils puissent le faire sans se sentir mal. On a besoin que tabarouette, tu peux juste aller faire comme n'importe quel autre sport. Imagine-tu au badminton si tu pouvais jamais faire de game de badminton? Hey, c'est pas motivant, là. OK, fait que là, tu travailles sur ton raquette parce que, tu sais, dans un match, mais il n'y a pas de match pour vrai. Faut pas qu'on parle aux gens théoriques de si ça arriverait, on aurait le droit. Faut que ça soit genre, quand tu vas le faire, si tu veux le faire. Merci beaucoup, Francis. C'était vraiment une belle façon de terminer l'entrevue. Merci vraiment. Ben, ça fait plaisir. C'est rare que j'ai l'occasion de faire les speeches que je fais au gym sur caméra. Mais c'était un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Je trouve ça magnifique que tu fasses ce podcast-là et que tu mettes la lumière sur la communauté des arts martiaux, surtout qu'elle a écopé tellement pendant les derniers mois. C'est fantastique si on peut montrer au monde un petit peu qu'est-ce qu'on fait, qui qu'on est, puis qu'est-ce qu'on mange en hiver, puis qu'on n'est pas des gros méchants thugs de films Netflix, mais qu'on est en réalité du monde normal qui font leur passion. Écoute, je pouvais pas le dire mieux.